Alors nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec cette table ronde consacrée à la présentation de l'inventaire et du fonds Philippe Séguin, qui ne pouvait malheureusement donner la parole à tous les archivistes, 14 ayant contribué au classement de ce fonds. Il a donc fallu, de façon peut-être un peu arbitraire, faire appel à certains seulement, même si le travail de tous doit être souligné cet après-midi. Sont donc présents autour de cette table Cécile Bosquier-Britten, qui a quitté les Archives nationales récemment pour rejoindre le service historique de la Défense et qui va nous parler des archives de Philippe Séguin, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi. Thierry Guillepin, à ma gauche, coordinateur du travail de classement, chargé de la partie privée, soit 50% du fonds. Maya Pira, à ma droite, pour les archives relatives à la présidence de l'Assemblée nationale. Et enfin, Arnaud Romont, qui a pris en charge le classement des archives de Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes. Ce choix a pour avantage de mettre en exergue certaines des principales fonctions occupées par Philippe Séguin, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, président de l'Assemblée nationale et premier président de la Cour des comptes. Avant de laisser la parole à chacun, je vais revenir très rapidement sur le contexte de rédaction de cet inventaire qui a déjà été abordé par Françoise Banneberger, inventaire qui est aujourd'hui mis à la disposition du public dans la salle des inventaires virtuels des Archives nationales. Le 10 juillet 2013, lorsque les papiers de Philippe Séguin entrent aux Archives nationales sous la forme d'un dépôt effectué par la famille, ce sont plus de 220 cartons, 100 mètres linéaires d'archives non classées. Nous avons calculé tout à l'heure que ça représentait 50 bibliothèques IKEA remplies de documents, et donc qui ont été prises en charge par le département des archives privées et qui vont constituer la sous-série 697 AP, dont le classement à effectuer dans un délai restreint est placé sous la responsabilité de Thierry Guillepin. Une première immersion de Thierry dans ces archives fait apparaître une représentativité quasiment exhaustive de toutes les activités et fonctions publiques ou privées exercées par Philippe Séguin, et en conséquence une imbrication des dossiers publics et privés caractéristique des archives d'hommes politiques, comme l'a si bien évoqué Isabelle Chave. En novembre 2013, un autre ensemble de dossiers de Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, mais comprenant également quelques dossiers privés, est versé par la Cour des comptes aux Archives nationales. Ces différents éléments entraînent la mise en place d'un travail collaboratif de classement et de rédaction d'un répertoire méthodique qui fait donc intervenir 3 départements scientifiques, le département des archives privées comme chef de projet, le département de l'exécutif et du législatif, le département éducation, culture et affaires sociales, et 14 collaborateurs différents pour les archives d'une unique personnalité, chaque agent scientifique prenant sous sa responsabilité les papiers de fonction correspondant à son domaine d'attribution. Donc là, nous vous présentons à l'écran le plan de classement. Sur la base d'une première description du contenu de l'ensemble des cartons, tous les dossiers d'archives publiques ont été regroupés selon les fonctions de Philippe Séguin et transférés aux différents collaborateurs pour classement avant leur retour au sein du fonds 697 AP. Donc, ce travail s'est appuyé sur l'établissement de ce plan de classement, véritable épine dorsale du répertoire méthodique, et qui reprend, entre autres, par ordre chronologique, les différentes fonctions et activités professionnelles de Philippe Séguin, à côté d'ensembles plus thématiques, correspondance, discours, photographie, etc. Ce travail s'est évidemment accompagné de nombreuses discussions, de réunions de concertation pour régler les interrogations qui n'ont pas manqué de surgir. Quelques décisions importantes liées à la complexité de ce fonds et à l'existence de fonds complémentaires ont par ailleurs été prises, décisions indispensables à connaître pour la compréhension de l'instrument de recherche mis en ligne aujourd'hui. La description des archives versées en 2013 par la Cour des comptes, conservée par le département de l'exécutif et du législatif, mais qui mêle dossiers personnels et archives privées aux archives publiques, a été intégrée dans cet inventaire. À côté du fonds privé 697 AP, c'est-à-dire le dépôt de la famille, qui constitue cette série, cet ensemble apparaît sous le numéro de versement 2013-0599, et c'est ce qui peut expliquer sur la page de titre de l'instrument de recherche cette succession de chiffres qui n'est pas forcément très intelligible pour les non-initiés. À côté de ce point, le sous-fonds des activités de Philippe Séguin, comme ministre des Affaires sociales, initialement inclus dans le dépôt des archives privées, mais représentant une unité particulière et cohérente d'archives publiques, a été isolé par une cotation spécifique.
Il apparaît donc maintenant sous le numéro de versement 2015-0751 et il est placé sous la responsabilité scientifique du département de l'éducation, de la culture et des affaires sociales. Donc très rapidement, maintenant, on va vous montrer directement sur Internet la voie d'accès pour pouvoir accéder à cet instrument de recherche qui a donc été mis en ligne ce matin très précisément à 11h15. Et je remercie tout particulièrement l'équipe du DMOIC qui a dû faire face à quelques erreurs bloquantes pour la mise en ligne, erreurs qui ont été résolues in extremis. Donc, vous voyez la page d'accueil des Archives nationales. C'est très simple. On va dans la salle des inventaires virtuels. Vous avez une barre de recherche qui apparaît en plein milieu de la page. On tape Philippe Séguin et donc on arrive en première occurrence sur l'inventaire des archives de Philippe Séguin. Voilà, donc on peut visualiser soit l'introduction générale du répertoire qui donne toutes les informations de contexte très général, ou également pénétrer directement dans le contenu, article par article, code par code. Et c'est ce qui correspond à la version papier qui a été mise à votre disposition à l'entrée de l'auditorium. Je laisse maintenant la parole à Thierry Guillepin, au titre de coordinateur de ce travail collaboratif. Interviendront ensuite, en suivant la chronologie des fonctions de Philippe Séguin, Cécile Bosquier-Britaine, Maya Pira et Ardo Romont, qui vont vous parler dans un premier temps très concrètement de leur travail de classement. Bonjour à tous. Pour ma part, outre le travail de coordination de classement mentionné par Zénaïde, j'ai pris en charge la partie privée du Fonds Séguin, soit environ 50 mètres linéaires. Je ne vous ennuierai pas aujourd'hui avec les aspects pratiques de ce travail de coordination, d'autant plus que je tiens à souligner que cette responsabilité m'a été rendue très facile du fait des grandes qualités, disponibilité et motivation de tous les collègues qui ont participé à ce classement. Je tiens à tous les en remercier, et en particulier mes deux collègues du département des archives privées, Charline Tarot et Franck Brissard, qui m'ont beaucoup aidé au cours du classement des photographies. Mais entrons dans le vif du sujet. Que contient donc cette partie privée du fonds? Alors je reviens à mon diaporama, voilà, au plan de classement qui vous permettra de suivre le déroulé de ma présentation. Tout d'abord, une des caractéristiques du fonds Séguin, c'est que l'on y trouve très peu de documents personnel et de correspondance à caractère strictement privé, soit uniquement à peu près 1 mètre linéaire. Le fonds est constitué avant tout d'archives d'activités professionnelles. Cependant, on retrouve parmi ces documents personnels quelques souvenirs de la jeunesse de Philippe Séguin. On voit notamment ici, par exemple, la médaille d'identité militaire de son père, Robert Séguin, mort au combat en 1944 dans le Doubs. Le 11 novembre 1949, âgé de 6 ans seulement, Philippe Séguin reçoit au nom de son père la médaille militaire et la croix de guerre. Il en a gardé cette coupure de presse en souvenir. On trouve également des papiers personnels, des documents relatifs à ses études supérieures, aux distinctions honorifiques qu'il a reçues, quelques agendas, ainsi qu'un dossier consacré aux liens privilégiés que ce natif de Tunisie a entretenu avec son pays natal. D'ampleur plus importante, soit 13 mètres linéaires, la deuxième partie du fonds est consacrée à la correspondance de Philippe Séguin. De nature très diverse, elle est cependant de caractère exclusivement professionnel. On y trouve notamment des courriers d'intervention reçus de particuliers au cours de ces différentes activités, ainsi que les courriers isolés retrouvés pendant le classement. Comme vous le constaterez au cours de nos présentations respectives, la troisième partie, consacrée aux papiers professionnels et politiques, représente de loin la partie la plus importante, 50 mètres linéaires, et la plus riche de ce fonds. Au sein de cette partie, j'ai notamment travaillé sur la deuxième sous-partie, intitulée Philippe Séguin, élu de la République. Les dossiers conservés par Philippe Séguin de son activité au RPR témoignent de son engagement militant depuis les années 80 jusqu'aux années 2000. Mais on y trouve essentiellement des archives liées à sa fonction de président du parti, exercée de 1997 à 1999.
Parmi les dossiers de campagne électorale, le fonds fait la part belle à l'élection présidentielle de 1995, durant laquelle Philippe Séguin joue un rôle très important aux côtés de Jacques Chirac, les élections municipales de 2001 et la campagne pour le référendum sur le traité de Maastricht de 1992. La campagne législative de 1997 est également bien représentée. On trouve notamment dans le dossier la lettre d'investiture par Philippe Séguin, reçue par Philippe Séguin, signée d'Alain Juppé et François Léotard, alors responsables respectivement du RPR et de l'UDF. Toujours pour cette campagne de 1997, on voit ici plusieurs projets de support de communication établis à cette occasion. Les archives de Philippe Séguin en tant que député sont malheureusement la partie la plus lacunaire du fonds. Les dossiers d'examen ou de proposition des lois les plus intéressants sont sans conteste les plus anciens, ceux de 1978 à 1984, notamment ceux des lois Auroux promulguées au cours de l'année 1982 et qui modifient de manière importante le droit du travail en France. Les documents relatifs au mandat de maire d'Épinal, exercé de 1983 à 1997, datent essentiellement des années 1993-1997, alors que Philippe Séguin exerce également la fonction de président de l'Assemblée nationale. Toujours dans la partie professionnelle, j'ai créé une rubrique consacrée aux activités de Philippe Séguin en tant que professeur et conférencier. Et enfin, une dernière sous-partie qui rassemble diverses autres activités professionnelles, activités privées toujours, comme par exemple celle au Bureau international du travail qu'il préside de 2004 à 2005. Le reste des archives privées est classé essentiellement dans 4 autres parties. Les discours, dans leur version préparatoire ou définitive, à partir d'une collection chronologique déjà constituée et augmentée des discours retrouvés de façon isolée dans le fond. Les relations avec les médias, qui comprennent des dossiers préparatoires des articles, des interviews, des émissions de télé ou de radio, les manuscrits d'ouvrages, et enfin les nombreuses photographies, 5 mètres linéaires au total, dont la moitié concerne les activités de Philippe Séguin en tant que président de l'Assemblée nationale. On voit ici une de ces photographies tirées de cette partie, Philippe Séguin recevant Nelson Mandela à l'Assemblée. Voilà, je passe maintenant la parole à ma collègue Cécile Bosquier-Britten. Bonjour. Les archives que j'ai eu la chance de traiter avec Patrice Tribou, conservateur, et Benjamin Davy, adjoint technique au département Éducation, Culture et Affaires sociales des Archives nationales, sont celles de Philippe Séguin, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, fonction qu'il a occupée du 20 mars 1986 au 10 mai 1988. L'ensemble de ce fonds se compose de 78 articles formant 20 mètres linéaires d'archives, datés de 1977 pour les documents les plus anciens, jusqu'à 1988. Pour classer ce fonds, nous avons respecté la structure originelle des dossiers à leur arrivée, c'est-à-dire d'une part les archives du ministre lui-même et d'autre part celles de son cabinet, qui nous sont parvenues rangées dans des boîtes à archives au nom de chaque conseiller. Cette dernière partie venait compléter un fonds de cabinet entré de manière plus classique, versé aux Archives nationales en 1988, à la fin de la première cohabitation, par 5 des membres du cabinet de Philippe Séguin, dont le directeur de cabinet, Bernard Landouzy. Pour les archives du ministre, nous avons suivi le classement préexistant, établi si ce n'est par Philippe Séguin lui-même, du moins avec son concours, puisqu'on trouve sur de nombreux dossiers des indications de classement de sa main adressées à son secrétariat particulier. Ce classement correspond aux grands domaines et sous-domaines de compétences du ministère. Par exemple, pour le domaine emploi, les sous-domaines concernent notamment la formation professionnelle, le chômage ou encore les retraites. L'élaboration des lois, les déplacements du ministre et tout ce qui concerne les médias et la communication ont fait l'objet d'un classement distinct. L'intérêt de ce fonds, c'est d'abord sa cohérence, car il couvre l'ensemble de la période et des domaines ministériels du ministère de Philippe Séguin. Ensuite, c'est un fonds qui ne semble pas avoir été, lors de son dépôt aux Archives nationales, nettoyé en amont, comme le sont la plupart des versements publics de cabinets ministériels et comme l'a évoqué Isabelle Chave un peu plus tôt dans l'après-midi. On y trouve donc non seulement les versions provisoires et les brouillons de documents qui permettent de comprendre le cheminement d'une loi ou d'un plan d'action, mais aussi de nombreuses annotations de la main de Philippe Séguin
qui nous donne l'impression de pouvoir mieux appréhender à la fois le ministre, mais aussi l'homme qu'il était. Et je laisse la parole à Maya Pira pour la présidence de l'Assemblée nationale. Merci. Alors, le fonds que je vais vous présenter concerne la présidence de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale sous la 10e législature, entre 1993 et 1997. Il exerce ses fonctions du 2 avril 1993, date à laquelle il est élu, jusqu'au 21 avril 1997. Ce classement a été effectué par le département de l'exécutif et du législatif, pôle Assemblée parlementaire et consultative, sous la direction de Roselyne Salmon, responsable de pôle, avec la collaboration de Yann Lepelvé, adjoint technique. Le fonds constitue un ensemble de 42 articles pour un total de 12,3 mètres linéaires conservés sous les cotes 697 AP, 221 à 262. Alors, le fonds, tel que nous l'avons trouvé à son arrivée, était déjà bien organisé, avec des ensembles cohérents, des dossiers bien tenus par un secrétariat extrêmement rigoureux. Les dossiers étaient listés, référencés, avec des intitulés clairs, ce qui nous a facilité le travail de classement. Dans un premier temps, notre premier travail a consisté à distinguer les dossiers émanant de Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale, de ceux de Philippe Séguin, maire d'Épinal, puisque sous son mandat de président, Philippe Séguin est également maire d'Épinal et qu'une cellule, dite cellule spinalienne, existe à l'Assemblée nationale. Par conséquent, nous avons retrouvé au préalable dans ce fonds un grand nombre de dossiers qui concernaient la municipalité vosgienne et qui étaient mêlés au dossier de la présidence. Il convenait donc de distinguer ces dossiers selon le respect de la logique du producteur et de les répartir. Une fois cette répartition achevée, nous avons vu émerger plusieurs grands ensembles thématiques. On distingue tout d'abord une première partie qui représente 10 cartons, 10 unités documentaires et qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la présidence avec le cabinet, le secrétariat, le protocole. Une seconde partie, 18 articles, concerne davantage le travail parlementaire, le travail en session, en commission, en séance. On y trouve les grands dossiers des réformes engagées par Philippe Séguin, notamment la mise en place de la session parlementaire unique, et aussi tous les dossiers de manifestations culturelles qui se mettent en place sous sa présidence, Journée européenne du patrimoine, ouverture de l'Assemblée, Parlement des enfants. Une troisième grande partie concerne les réceptions et visites à l'Assemblée nationale, 5 cartons de dossiers de visite de personnalités, chefs d'État, artistes, sportifs, des dossiers classés par ordre chronologique. Une dernière grande partie, 9 articles, concerne les déplacements de Philippe Séguin en France et à l'étranger, des dossiers de visite classés par ordre chronologique. À citer également 11 articles documentaires de reportages photographiques réalisés par l'Assemblée nationale, ce qui représente la moitié du fonds de photographie. Alors, ces archives témoignent de la richesse de ses activités en tant que président. Sous son mandat, on voit l'institution évoluer, se transformer, se moderniser. Les grandes réformes se mettent en place, l'Assemblée s'ouvre sur le monde et sur les citoyens. Signalons enfin que ce travail de classement a été mené en collaboration avec la division des archives de l'Assemblée nationale, représentée par Bertrand Marcincal, qui conserve également, notamment, le versement du cabinet et de nombreux documents iconographiques. Donc nos ensembles sont ainsi largement complémentaires. Je cède maintenant la parole à Arnaud Romont pour les archives de la Cour des comptes. Je me suis, pour ma part, chargé de classer les archives de Philippe Séguin à la Cour des comptes. Cet ensemble de 5 mètres linéaires a été divisé en 2 parties distinctes relatives à ses fonctions occupées rue Cambon. Il s'agit d'abord des archives de Philippe Séguin, magistrat à la Cour des comptes de 1970 à 1977, puis de 2002 à 2004, représentant un ensemble d'1 mètre linéaire 24, soit 9 articles. On y retrouve principalement des documents sur sa situation personnelle à la Cour en 1975 et de 2002 à 2004, des dossiers de travail liés à ses activités de contrôle, de comptabilité et de rédaction de rapports de 1970 à 1977 et de 2002 à 2004, de la documentation de travail de 1976 à 2004 et de la correspondance de 1974 à 2004. La seconde partie, plus complète, regroupe les archives de Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes de 2004 à 2010. L'ensemble représente 7 mètres linéaires 80, soit 65 articles.
Les archives qui composent cette partie couvrent l'ensemble des 5 années et demie de sa première présidence, y compris quelques documents datant de janvier 2010. On y retrouve notamment des archives sur sa situation personnelle à la Cour, les versions préparatoires et les verbatims de ses allocutions officielles et interventions à l'extérieur de la Cour, des documents sur les relations de la Cour avec d'autres institutions, sur l'organisation des travaux et des activités de contrôle, des revues de presse souvent annotées, la préparation du bicentenaire de la Cour et de la correspondance. En s'intéressant de plus près à cette partie sur la première présidence, on s'aperçoit qu'elle est composée de 2 ensembles complémentaires de provenances différentes. D'une part, un premier versement provenant de la Cour des comptes effectué en novembre 2013, un versement coté aux Archives nationales 2013-0599, et d'autre part, les archives provenant de la famille Séguin, coté 697 AP. Cette distinction est à mettre en parallèle avec le contexte du mois de janvier 2010, à savoir le décès de Philippe Séguin en activité et l'urgence, le choc que cela a pu provoquer. Une partie des archives de son bureau à la Cour a été récupérée par la famille Séguin, une autre partie par le service des archives de la Cour, d'où les 2 provenances différentes. Les 2 ensembles sont souvent complémentaires. On y retrouve les mêmes typologies de documents avec une scission chronologique. Mais on se retrouve parfois avec un même dossier séparé dans les 2 parties du fond. Par exemple, pour un même discours, nous pouvons avoir une première version en 697 AP, ainsi qu'une seconde et une version finale en 2013-0599. Nous avons fait le choix de ne pas fusionner physiquement les dossiers en vertu du respect des fonds. Les 2 provenances différentes font partie de l'histoire du fonds et sont nécessaires à sa compréhension. Nous avons donc opté pour un regroupement intellectuel dans l'inventaire en rapprochant chacun des 2 ensembles au sein d'un même plan de classement et en explicitant au maximum la façon dont ils s'articulent entre eux. Par ailleurs, il est à noter que l'inventaire présenté aujourd'hui n'est pas exhaustif sur les archives de Philippe Séguin, premier président, car il reste des archives à la Cour, à savoir un petit ensemble retrouvé récemment suite au départ à la retraite de la secrétaire des premiers présidents. Il s'agit principalement de discours, de dossiers sur la réforme des juridictions administratives, de dossiers de réunion ou de documents sur les relations avec le Sénat. Un versement aux archives nationales est envisageable à court ou moyen terme. Merci à tous pour cette présentation très claire et très structurée. Après avoir vu véritablement quels sont les différents ensembles d'archives, on va rentrer un peu plus avant dans le fond. Cécile a mentionné un aspect très intéressant pour la partie des archives ministérielles. Ce sont des dossiers qui n'ont pas été retouchés et remaniés, voire nettoyés en vue de leur arrivée aux archives nationales. À partir de cette constatation, qui peut sans doute être étendue à l'ensemble du fonds, je voudrais maintenant vous demander à tous dans quelle mesure ce fonds d'archives reflète un mode de travail particulier de Philippe Séguin. Thierry, je te laisse la parole. Alors, de mon côté, afin d'illustrer ce propos, je vous propose un focus sur les dossiers concernant la ville d'Épinal. Pour mémoire, Philippe Séguin est maire de cette ville de 1983 à 1997, date à laquelle il démissionne pour se consacrer à sa nouvelle fonction de président du RPR. Comme je vous l'ai indiqué lors de ma première intervention, les archives sur Épinal datent essentiellement des années 1993-1997, pendant lesquelles Philippe Séguin exerce également ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces archives ne proviennent pas du bureau de Philippe Séguin à Épinal, mais ont été constituées au sein de son cabinet de président de l'Assemblée, et plus précisément parce que Maya vous a cité tout à l'heure la cellule spinalienne du cabinet. Ce que les archives nous expliquent très bien ici, c'est la façon dont Philippe Séguin a organisé son travail afin de lui permettre de suivre les affaires d'Épinal tout en étant président de l'Assemblée. Le rôle de la cellule est en l'occurrence primordial. On constate que beaucoup d'affaires sont d'abord examinées et traitées par le cabinet du président avant d'être transférées à Épinal. J'ai retrouvé parmi les dossiers notamment un projet de note d'un conseiller du cabinet qui explique au directeur de cabinet le fonctionnement de cette cellule. Les notes des conseillers spécialement dédiées aux affaires d'Épinal sont particulièrement nombreuses dans le dossier. Ici, plusieurs notes à l'attention du président, mais concernant uniquement les affaires spinaliennes. On trouve également dans les dossiers de nombreuses mentions qui nous font comprendre l'organisation du travail et notamment l'utilisation massive du fax entre les secrétariats de Philippe Séguin à Épinal et celui de l'Assemblée. Pour rappel, nous sommes ici au milieu des années 90, avant la généralisation, bien sûr, de l'usage des messageries électroniques.
Plusieurs courriers adressés à Philippe Séguin à Épinal sont d'abord enregistrés par le cabinet du maire, on voit ici le cachet d'enregistrement, puis transmis par Philippe Séguin pour traitement à son conseiller particulier, en l'occurrence M. Jean-François Verdier en 1997. Pour terminer, je voudrais vous indiquer que l'intérêt des archives concernant Épinal ne se limite évidemment pas à cet aspect purement organisationnel. Les dossiers de travail sont très riches et concernent tous les domaines d'intervention d'une municipalité. Un des dossiers qui a particulièrement attiré mon attention, de par son importance matérielle et la diversité de son contenu, est celui consacré au projet de création du musée de l'image. Voulant s'appuyer sur les collections d'images populaires françaises dont Épinal est le fleuron, Philippe Séguin a contribué à la phase d'études préalable à la création du musée, qui était inauguré en 2003. On trouve par exemple dans ce gros dossier plusieurs études de préfiguration réalisées par des cabinets de consultants, très régulièrement annotées de la main de Philippe Séguin, la correspondance de Philippe Séguin avec le ministre de la Culture de l'époque, et également plusieurs plans, des projets de plans d'implantation du futur musée. En miroir de cette cellule spinalienne, pour la période ministérielle, on trouve les dossiers d'un conseiller, Julien Vignali. Alors, nous n'avons pas trouvé de documents qui établissent clairement ses attributions, mais toutes les questions dont il est chargé concernent le département des Vosges, pour la santé et l'emploi en particulier, notamment le thermalisme et les entreprises textiles vosgiennes, sur lesquelles Philippe Séguin garde donc un œil attentif, même depuis l'avenue Duquesne. Concernant les méthodes de travail du ministre, on peut noter 3 aspects qui se dessinent plus ou moins nettement au fur et à mesure de la plongée dans les archives. Le premier, c'est l'utilisation permanente de l'expression écrite. Philippe Séguin donne l'impression de vivre un stylo à la main et d'écrire partout et tout le temps. Voici quelques exemples. Donc ici, une collection de notes prises sur tout support, donc des papiers déchirés, une pochette orange, une couverture de bloc, du papier en tête. Et 2 petits clins d'œil pour illustrer cette omniprésence de l'écrit. Il existait dans le fond une pochette que nous avons conservée, bien sûr, qui rassemblait des documents sans rapport les uns avec les autres et explicitement intitulés « Gribouillis du ministre », avec une étiquette typique du secrétariat particulier de Philippe Séguin. Et voici un dessin d'enfant qui a pourtant toute sa place dans le fond ministériel. En effet, il a été utilisé au dos. J'espère que l'auteur du dessin, surtout s'il est dans la salle, en sera plus flatté que froissé, pour prendre des notes sur l'URSSAF et les soins et services à domicile. Alors, le second aspect, c'est la perception, toujours à travers les archives, d'un esprit en bouillonnement perpétuel et du besoin de formaliser cette réflexion permanente. On retrouve en nombre dans tous les dossiers du fond des sortes de schémas heuristiques, si l'on peut dire. Vous en voyez 2 à l'écran. Ils sont réalisés toujours selon le même mode opératoire, avec des variantes plus ou moins élaborées, donc à l'aide de ronds, de carrés, de flèches, parfois même des lettres, des chiffres, des couleurs différentes. Philippe Séguin semble organiser ses idées avant des échéances importantes, dans ses croquis, qu'il était certainement le seul à pouvoir décrypter. Je pense en particulier aux étoiles dans des ronds ou aux croix dans des carrés, qui restent pour un œil non averti très mystérieuses. Enfin, le dernier aspect concerne le mode de fonctionnement du ministre avec les membres de son cabinet, la manière qu'avait le capitaine de mener le navire, disons. Les dossiers portent dans leur grande majorité des consignes précises du ministre, qui donnent l'impulsion des actions à mener et contrôlent personnellement le calendrier de mise en œuvre. Ainsi, on trouve souvent des mentions telles que celle-ci, donc « m'en parler avant de faire quoi que ce soit », ici à Bernard Landouzy et Bernadette Malgorn, respectivement directeur et directrice adjointe de son cabinet, ou des indications de délai précis, par exemple « cette affaire doit absolument être réglée avant telle date », et ici en l'occurrence, avant ce soir. En étudiant le mode de travail de Philippe Séguin à la présidence de l'Assemblée nationale, plusieurs choses émergent. Et tout d'abord, un souci réel du classement, de l'archivage et de la conservation des dossiers. Philippe Séguin a un réel souci du classement. Et il est fréquent de trouver en tête de boîte ce genre de liste récapitulative établie par son secrétariat et qui recense l'ensemble des dossiers. Ces listes nous ont d'ailleurs grandement facilité le classement. Dans un second temps, Philippe Séguin
donne des consignes à ses collaborateurs en ce sens pour l'archivage, puisque le terme « à classer »,« à archiver »,« me conserver » revient de manière très fréquente. Par exemple, ici, documents relatifs à la réforme du règlement, déjà utilisés et qui peuvent être archivés. Ou encore, « à me conserver », attention, je pourrais en avoir besoin bientôt. Dans un second temps, on note l'omniprésence de Philippe Séguin dans le suivi des dossiers, avec un besoin permanent d'en connaître le contenu, d'être informé. Les dossiers en cours en instance lui sont transmis. Il les vise de ses initiales, les dates, et répond sous forme de notes courtes à poser sur des papillons. Donc ici, à sa directrice de cabinet, Bernadette Malgorn, continuez à suivre. Ou encore, dossier parvenu après la séance, Philippe Séguin, le 8 juillet 1993. Un exemple d'un de ses outils de travail, son cahier d'appel téléphonique pour l'année 1997. Dans ce cahier tenu par son secrétariat sont consignés l'interlocuteur, la date de l'appel, l'objet de l'appel et la durée de l'appel. Intéressons-nous maintenant à son travail de réflexion, puisqu'on trouve dans le fond beaucoup de notes manuscrites prises à la volée, sur lesquelles il couche des associations d'idées, réalise des schémas, entoure, flèche, souligne, énumère des termes qu'il jette sous forme de listes de tâches diverses et variées. Ici, on lit pêle-mêle statut Churchill, mots à Jack Lang, photo Espagne, visite assemblée, inventaire de mes photos, récupérer photo Italie. Philippe Séguin est également un grand orateur. Et ses brouillons de discours témoignent de sa grande rigueur intellectuelle. Il corrige, reformule, change la pagination, la structure, dans un souci de précision, toujours à la recherche de l'exactitude et du mot juste qui fera mouche. Ici, le brouillon de son premier discours en tant que président de l'Assemblée nationale. Un outil de travail également très précieux, les revues de presse, qui traduisent encore une fois ce besoin d'être informé. On retrouve dans le fond des collections entières d'articles de presse compilés qui lui sont transmises, sur lesquels il appose « vu »,« me conserver »,« à classer ». Ici, donc la revue de la presse étrangère établie au lendemain de son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, ou encore la revue de presse tunisienne, sur laquelle il a apposé la notion « me conserver ». Je passe la parole à Arnaud Romont, qui dira également un mot sur ces revues de presse. Effectivement, on retrouve également des revues de presse dans la partie premier président de la Cour des comptes, qui représente environ 1 mètre linéaire. Elles sont réalisées par le service de communication de la Cour, à l'occasion notamment de la parution de rapports, et envoyées à Philippe Séguin, et souvent annotées de sa main. La partie Cour des comptes du fond présente également un autre intérêt. Elle permet de comparer le travail de Philippe Séguin à la Cour des comptes à différentes périodes de sa vie, avec des responsabilités différentes. Pour cela, les dossiers de contrôle de comptabilité de sa période de jeune magistrat à la Cour, de 1970 à 1977, sont très intéressants. On y découvre pour la première fois ses méthodes de travail, ses façons de raisonner, qui le suivront tout au long de sa carrière. Tout comme pour ses archives de ministre des Affaires sociales, ces dossiers n'ont pas été expurgés en amont. On y trouve donc des brouillons de calcul posés à la main, ou des schémas qui aujourd'hui sont des documents précieux pour mieux cerner le mode de travail de Philippe Séguin. Plus tard, de retour à la Cour en 2002, les archives permettent de constater que Philippe Séguin n'a rien perdu de son dynamisme et, bien qu'il avait d'autres ambitions quelques mois auparavant, il ne vient pas pour y passer une retraite dorée. Il est un magistrat actif avec une réelle volonté de réformer l'institution. Comme nous pouvons le constater sur cette note de 2003, où, avant même d'être premier président, il exposait sa vision sur la réforme de la certification de la comptabilité des opérations budgétaires de l'État. Une fois premier président en juillet 2004, Philippe Séguin continue d'effectuer un travail de réflexion poussé et personnel, toujours avec la même volonté de réformer. Entre 2007 et 2009, son grand projet était de réformer les juridictions financières et ses archives témoignent de son investissement personnel à ce sujet, à travers notamment des notes manuscrites dans lesquelles il rédige lui-même des articles du projet de loi, ou bien redécoupe de sa main la carte de France des juridictions financières. Merci Arnaud. Je crois que dans cette première partie de la table ronde, en particulier grâce aux documents qui ont été montrés, on a déjà
on arrive à toucher un peu déjà l'homme et surtout ses façons de travailler à travers ces archives. Et voilà, une dernière question. Est-ce qu'au-delà de ce reflet d'un mode de travail propre à Philippe Séguin, je voudrais vous interroger également sur ce que ces archives vous ont permis de connaître de l'homme lui-même, de son caractère ou de ses convictions? Et effectivement, on découvre beaucoup de facettes de Philippe Séguin. Pour ma part, je vais illustrer cette thématique par deux aspects de son caractère qui ressurgissent. Tout d'abord, Philippe Séguin, homme de conviction. Le fond témoigne évidemment des convictions politiques de Philippe Séguin tout au long de sa carrière, et notamment de son très fort engagement en faveur de la défense d'une souveraineté nationale qu'il estimait menacée. C'est tout à fait manifeste à l'occasion de la campagne du référendum sur le traité de Maastricht en 1992, au cours de laquelle il devient l'un des principaux opposants au traité et le principal leader de la campagne pour le non. 7 dossiers sont consacrés à cette campagne électorale. On y trouve notamment une importante correspondance reçue d'hommes politiques et de particuliers, ainsi que de nombreux argumentaires que Philippe Séguin reçoit au cours de la campagne. En cela, ces archives sont très révélatrices d'une partie de l'opinion publique de cette époque. On y trouve également un dossier sur la préparation du fameux débat télévisé qui l'oppose au président François Mitterrand, 2 semaines avant le vote. Et vous voyez ici les notes manuscrites qu'il avait prises pour préparer son émission, en l'occurrence un projet d'introduction et de conclusion au débat. Je vous propose un focus sur la partie introductive. En vous entendant, Monsieur le Président, je comprends pourquoi le débat national a tant de peine à se nouer. Vous cherchez à me convaincre, à travers moi, les Français, de la nécessité de la construction européenne. Peine perdue, nous en sommes les premiers convaincus. Ce que nous contestons, c'est le mode de construction qui a été retenu. C'est de cela que nous entendons débattre. Le problème n'est pas de savoir si c'est pour ou contre l'Europe, il est de savoir si on est pour ou contre le traité de Maastricht. On trouve également dans ce dossier énormément de documentation relative à l'association qu'il a fondée avec Charles Pasqua, Rassemblement pour le non au référendum. Vous avez ici notamment 2 brochures d'information qu'ils ont diffusées. Autre facette de la personnalité de Philippe Séguin, un homme de passion. Le fond révèle par exemple le goût de Philippe Séguin pour les collections. À de nombreuses reprises, j'ai croisé au cours du classement la mention de ses collections de pins et de timbres. De nombreuses planches de timbres se trouvaient d'ailleurs glissées parmi certains des dossiers. Homme de passion également pour le sport et plus particulièrement pour le football. Le terme football apparaît d'ailleurs 52 fois dans l'inventaire des archives que nous avons dressées. C'est une passion pour le foot très personnelle. Il collectionne par exemple des billets d'entrée de match et veille attentivement à leur classement. Il rassemble par ailleurs différents souvenirs de matchs auxquels il a pu assister. Le fond contient plusieurs photographies représentant Philippe Séguin à des matchs de football. Mais cette passion personnelle rejaillit également dans la vie professionnelle de Philippe Séguin. On croise le foot dès le début de sa carrière, alors qu'il rédige en 1973, tout fraîchement nommé magistrat à la Cour des comptes, un rapport qui fera date, je cite, sur certaines difficultés du football français. Viennent ensuite ses fonctions de directeur adjoint au directeur à l'éducation physique et au sport en 1974 et 1975. On trouve parmi les archives qu'il a laissées de cette époque un dossier sur la situation générale du football en France et un second sur la situation du football parisien. Il est parallèlement membre de la Fédération française de football dans les années 70 puisqu'il participe à l'une de ses commissions, le groupement du football professionnel. À ce titre, il bénéficie de la carte de membre de la fédération. En tant que maire d'Épinal, il suivra particulièrement les affaires du club de sa ville, le SAS Football d'Épinal. Et en 2008, il se voit confier par le ministre des Sports la présidence de la commission Grand Stade pour l'Euro 2016. On voit bien ici que son goût personnel pour le football s'est traduit également dans son activité professionnelle et qu'il a développé une expertise indéniable en la matière.
À la lecture des archives de Philippe Séguin, ministre des Affaires sociales, en particulier en lisant toutes les courtes inscriptions manuscrites qui émaillent les documents, on a le sentiment d'être en présence d'un personnage entier, c'est le moins qu'on puisse dire, et pas toujours indulgent. Pour preuve, ces deux inscriptions très spontanées, qui, quand je les ai lues, m'ont rendu le ministre plutôt sympathique, mais qui ont peut-être été moins appréciées par les personnes à qui elles s'adressaient. Donc à gauche, à retaper d'urgence, c'est vraiment du charabia sans queue ni tête. Et à droite, le non politiquement correct, c'est moins que de la merde, souligné et entouré, qui a le mérite d'être clair. Mais finalement, ces jugements à l'emporte-pièce semblent être le pendant d'une exigence permanente chez Philippe Séguin, celle de bien faire et d'être à la hauteur de la fonction de ministre sans démagogie. Les archives montrent, à de nombreuses reprises, une préoccupation profonde pour l'intérêt des Français. Cette préoccupation, qui avait été illustrée par l'action emblématique du ministère de Philippe Séguin, les États généraux de la Sécurité sociale, première consultation publique sur le sujet, est aussi visible dans les notes que le ministre a laissées dans l'ensemble du fonds. Par exemple, ici, à gauche, les statistiques « je m'en moque », soulignées et avec des points d'exclamation, qui laissent penser que pour Philippe Séguin, ce sont moins les chiffres qui comptent que les résultats. Et toujours sur ce thème, concernant les travaux d'utilité collective, les programmes d'insertion locale et les compléments locaux de ressources, des mesures mises en place sous le ministère Séguin, il faut que les Français se mettent dans la tête que si nous proposons des TUC, des PIL ou des CLR, ce n'est pas pour les beautés de la statistique, mais pour les gens étant soulignés. Mettre les gens au cœur de son action, une évidence pour un ministre des Affaires sociales, qui n'est pourtant pas toujours perceptible dans des archives ministérielles. Et c'est peut-être là tout l'intérêt des archives de Philippe Séguin, ministre des Affaires sociales, laisser voir l'humanité d'un ministre. Voilà, j'en ai fini. En étudiant le fond de la présidence de l'Assemblée nationale, plusieurs traits de caractère apparaissent également. Tout d'abord, un côté humain et ouvert sur le monde, avec cette volonté d'ouvrir l'Assemblée nationale au plus grand nombre. Ici, lors de son allocution prononcée pour les journées portes ouvertes à l'Assemblée nationale dans le cadre des Journées du patrimoine, l'Assemblée nationale, ces palais de la démocratie, sont ceux de tous les citoyens, chacun est ici chez soi. Deuxième chose, le Parlement des enfants, qu'il a créé et dont il assure lui-même le discours d'ouverture de séance. Voilà, dans la photo suivante, le discours de séance de l'année 1996 pour le Parlement des enfants. Citons également des supports pédagogiques créés à son initiative à destination des scolaires et des jeunes publics. Autre trait dans la personnalité de Philippe Séguin, loyauté et fidélité. Fidélité au gaullisme. Dans ses discours, le terme « mes convictions gaullistes » apparaît à plusieurs reprises. Il se définit en tant que gaulliste. Ses nombreux dossiers de déplacement l'attestent. Il se rend à Londres et à Montréal pour inaugurer des statues du général de Gaulle. Il multiplie les commémorations nationales à la mémoire du général. Dans le prolongement du gaullisme, citons également son attachement au Québec. Ici, en visite au musée de Montréal. Il reçoit également à l'Assemblée nationale des parlementaires québécois. Notons que le fonds conserve également les archives de ses activités en tant que professeur et conférencier à l'Université de Montréal. Impossible de ne pas parler de son attachement à la Tunisie, sa terre natale, où il se rend à plusieurs reprises en visite, ici en octobre 1995, où il accompagne le président Jacques Chirac. Enfin, Philippe Séguin est présent aux côtés des forces armées, militaires, soldats, anciens combattants. Ici, à Épinal, il passe les troupes en revue avec le ministre de la Défense, François Léotard. Parmi ses dossiers de déplacement, on retrouve celui de sa visite dans la région de Krajina, en territoire croate, en septembre 1993. Il rend visite aux troupes militaires françaises déployées et engagées dans le conflit en ex-Yougoslavie. Là, en temps de guerre, il se rend sur zone, en véhicule blindé, équipé d'un casque et d'un gilet de protection balistique. Il multiplie les commémorations auprès des anciens combattants. Dans ce brouillon de discours en 1994, il reçoit à l'Assemblée nationale les Algériens ayant combattu dans l'armée française.
Il participe également en 1993 à l'inauguration de la nécropole de Fréjus à la mémoire des combattants d'Indochine. Il commémore la bataille de Bazeilles avec les troupes de marine. Et surtout, il fait ériger à Glénan, dans le Doubs, le 7 septembre 1994, un mémorial à la mémoire des soldats tombés en 1944, à l'endroit même où est tombé 50 ans plus tôt, le 7 septembre 1944, Robert Séguin, son père. J'en ai terminé, je passe la parole à Arnaud Romont pour la Cour des comptes. On découvre également dans les archives de Philippe Séguin un homme batailleur, combatif, qui n'hésite pas à monter au créneau en première ligne pour défendre ses idées et les institutions dont il est responsable. Dans ces archives de la Cour des comptes, ce trait de caractère est reflété à travers 2 exemples. En 2008, l'IFRAP, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, publie un rapport cinglant critiquant la Cour des comptes et son fonctionnement. Philippe Séguin n'hésite pas à organiser la riposte avec une sorte de plan de bataille, faisant notamment référence aux fuites qui ont pu alimenter le rapport. Autre épisode marquant, cette fois-ci en 2005, c'est son élection en qualité de commissaire aux comptes de l'UNESCO. Philippe Séguin considérait cette élection comme une véritable bataille. On retrouve notamment dans ses archives un tableau, véritable plan de bataille, répertoriant les intentions de vote des différents pays. Ce terme de bataille apparaît clairement de sa main sur la chemise du dossier, souvenir de la bataille UNESCO. On peut noter également la présence de l'expression « à conserver », fréquemment utilisée par Philippe Séguin sur ses dossiers, et qui témoigne d'un homme attaché à ses archives, à l'écrit et plus généralement au patrimoine. Cet attachement au patrimoine est très présent dans les archives de Philippe Séguin. Au détour d'une série de photographies, on le découvre ainsi accueillant le public en haut de l'escalier d'honneur du Palais Cambon lors des Journées européennes du patrimoine en 2008. Philippe Séguin est également très attaché au patrimoine littéraire. Ce goût pour les livres est très présent dans les archives de Philippe Séguin, à travers notamment des documents sur la constitution de sa propre bibliothèque. Il faisait relier ses ouvrages à Rabat, Tunis ou à Paris, où la présence d'environ 4 mètres linéaires de manuscrits et de correspondances avec les éditeurs dans son fonds privé. Le projet le plus emblématique de cette passion pour l'écrit est indéniablement la création d'une bibliothèque des magistrats à la Cour, à l'occasion du bicentenaire en 2007, dans lequel il s'investit personnellement. Ce projet de bibliothèque a pour ambition de contenir l'ensemble des ouvrages écrits par des magistrats de la Cour depuis 1807. Dans cette note explicative que vous pouvez voir, dans cette note explicative du projet en 2005, on perçoit clairement quelques notions en matière de constitution de fonds. Je cite, « trouver un endroit où les entreposer, les relier sur le même modèle, ou bien recenser ceux qu'on détient déjà, etc. » Dans une autre note à la directrice de la documentation et des archives historiques de la Cour, on perçoit tout son engagement personnel, assez surprenant pour un premier président. Je cite, « En règle générale, dès qu'il y a un Albin Michel qui manque dans les livres d'un magistrat, me le dire. Je tenterai de les récupérer. » Cet attachement au patrimoine écrit est intimement lié à la constitution de son fonds d'archives. L'un se nourrit de l'autre et nous permet, aujourd'hui, d'avoir cette formidable source sur tous les aspects du personnage qu'était Philippe Séguin. Merci beaucoup. Je crois qu'on a déjà un petit peu de retard sur le programme prévu, donc on va conclure très rapidement. Je voudrais vous remercier à nouveau quand même, d'abord, non seulement pour le travail que vous avez fourni, mais surtout pour cette présentation qui nous a permis, je crois, en 45 toutes petites minutes, d'avoir une belle vision de ce fonds d'archives, de ce qui s'y trouve, du mode de travail de Philippe Séguin, et puis surtout de sa personnalité. Je crois que c'est une vision unique qui s'est dégagée vraiment des interventions de chacun. Il n'y a pas eu d'opposition, c'est vraiment quelque chose de très cohérent. On peut voir à partir de ces archives apparaître un homme qui a un certain caractère, c'est vrai, mais surtout quelqu'un de profondément humain, et quelqu'un qui reste fidèle à ses engagements et à ses attachements. Et je finirai en indiquant que c'est vraiment, pour nous aux Archives nationales et tout spécialement au département des archives privées, l'énorme intérêt de ces fonds d'archives privés d'hommes politiques. Ce sont eux finalement qui nous permettent d'apercevoir l'homme au-delà de ces archives et de reconstituer une personne vraiment dans sa globalité. Merci beaucoup.